Alors, si vous permettez, on va passer immédiatement à la présentation du bloc numéro 1. On y va pour à peu près 1 heure. Bien, bonne présentation, et à vous aussi, bonne présentation. Alors, bonsoir à tous, merci pour votre présence. Sans plus attendre, la présentation pour le premier bloc portant sur la dispersion atmosphérique. Alors, à titre d'introduction, on parle de dispersion atmosphérique des contaminants, on parle ici de notion de qualité de l'air, au voisinage du site ou dans la région autour du site. Les activités susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air, en particulier les activités industrielles, font l'objet d'un encadrement réglementaire au Québec, en particulier au niveau de l'étude d'impact en avant-projet ou de la demande des certificats d'autorisation lorsqu'on prévoit l'installation ou la modification d'un projet industriel. Les projets qui sont analysés doivent se conformer en particulier au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, dans le domaine on l'appelle RAA par son petit nom, qui est le règlement principal qui encadre les notions de qualité de l'air et les respects de contaminants dans l'atmosphère au Québec. Il y a également un document de référence qui parle des normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère. Donc ces deux documents-là, finalement, encadrent en très bonne partie les aspects qualité de l'air associés au projet. L'objectif du RAA, donc l'objectif du règlement, est de prévenir, d'éliminer ou de réduire les émissions de contaminants dans l'atmosphère. Les normes et critères sont exprimés sous la forme de concentration maximale dans l'air ambiant, donc sous forme de valeurs limites qui sont inscrites dans les règlements, qui font force de loi. Ces valeurs limites, ces critères-là, sont applicables sur l'entièreté du territoire québécois. Donc, bien entendu, dans le contexte de l'étude d'impact pour le projet d'agrandissement du LET, ça a été un point de questionnement majeur. Si on rentre un petit peu dans le fonctionnement d'une telle étude de dispersion, techniquement, concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et par la bande, comment évaluer un projet par rapport aux normes et critères de qualité de l'air? L'objectif est tout d'abord d'identifier les contaminants qui vont être d'intérêt, les contaminants à étudier. Pour identifier les contaminants, on s'intéresse aux activités qui vont être réalisées. On comprend bien que des activités d'enfouissement dans un lieu d'enfouissement ne posent pas les mêmes problématiques environnementales ou les problématiques de qualité de l'air qu'un procédé industriel de manufacture quelconque. Lorsqu'on a identifié les contaminants qui sont émis par le projet, également à quel rythme ou à quel taux ils sont émis dans l'atmosphère, dans quelle quantité, par unité de temps, on peut utiliser un outil informatique, qui est un modèle de dispersion, pour prédire les concentrations dans l'atmosphère, les concentrations dans l'air ambiant au voisinage du site. Donc, on a des données de base, des paramètres qui permettent de définir notre projet, de définir notre environnement, la topographie, les données météo, on verra ça un petit peu plus tard. Le modèle va processer toutes ces informations-là, puis le résultat permettra d'avoir, on va le voir également, des vues sur plan qui vont montrer des concentrations prévues dans certaines conditions d'opération. Les résultats du modèle, les sorties de concentration dans l'air ambiant, sont ensuite comparés aux normes et critères applicables pour les contaminants qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude. Le schéma qui est visible sur le bas de l'écran, finalement, est une représentation graphique de la mécanique du modèle. On a ici, c'est théorique, mais ça s'applique très bien ici. On a une source à gauche qui est, dans l'occurrence, une cheminée, qui va émettre un contaminant, puis un modèle informatique va calculer sa dispersion dans les 3 dimensions dans l'espace, jusqu'à un point donné sur le territoire. Pour que les données que le modèle génère soient intéressantes, pertinentes et méritent d'être discutées, il faut que le modèle représente de façon la plus réaliste possible les conditions d'opération au site, les conditions environnementales du site, l'ensemble des paramètres qui ont un impact sur la dispersion des contaminants dans l'atmosphère. On parle ici par exemple de la topographie, qui peut avoir un impact majeur sur la dispersion d'un nuage de polluants. Donc, à titre d'illustration, sur les écrans de part et d'autre de la présentation principale, on voit ici une représentation de la topographie dans un carré de 10 par 10 km autour du site. Le polygone blanc au centre est l'emprise du lieu d'enfouissement de la propriété de Valoris, puisqu'on voit autour, c'est le territoire couvert par l'étude. Les conditions météorologiques également sont très importantes en termes de dispersion atmosphérique. Bien entendu, c'est le mouvement des masses d'air, le vent,
qui va entraîner les contaminants, et les conditions environnementales, climatiques, donc les températures, les directions et les vitesses de vent, vont déterminer de quelle façon les contaminants vont être dilués et dispersés dans l'atmosphère. À titre d'illustration, on a ici la rose des vents de la station de Sherbrooke, qui est la station météorologique la plus proche du site, et qui est donc considérée comme une source de données représentative à appliquer au LT de Bury. Ensuite, pour documenter, ou plutôt pour présenter les activités susceptibles de générer des contaminants, on s'intéresse à quelles sont les activités en cours sur le lieu. La nature des activités, est-ce qu'on enfouit des déchets, est-ce qu'on fait circuler de la machinerie, est-ce qu'on fait d'autres activités, vont avoir un impact sur les contaminants émis. De même que l'intensité des activités. Si on reprend l'exemple de l'enfouissement de matières résiduelles, qu'on enfouisse 100 000 tonnes par année ou 1 million de tonnes par année, les taux d'émission à l'atmosphère, les quantités émises à l'atmosphère vont être très différentes. Donc bien entendu, il est important de correctement quantifier les activités. Et puis, un principe qui est important à comprendre, c'est que lorsqu'on fait un exercice de dispersion atmosphérique, on va modéliser le pire cas de figure, c'est-à-dire qu'on va s'interroger aux conditions qui sont les plus problématiques ou le plus susceptibles de causer des enjeux en termes de qualité de l'air. Dans le cas de cette étude-ci, on va identifier l'année pour laquelle il y a les plus importantes émissions à l'atmosphère. Puis c'est ce cas de figure, en bon français le worst case scenario, qui va être modélisé, puis analysé par la suite. Si on prend les activités qui vont être exécutées, qui vont avoir lieu sur le site du LET, on parle de quoi? On parle bien entendu de l'enfouissement de matières résiduelles. C'est la raison d'être du LET, du lieu d'enfouissement technique. On a également une composante qui est associée à l'enfouissement, qui est la gestion des eaux usées du lieu d'enfouissement. Les précipitations, l'eau, la fonte des neiges qui pénètre dans les déchets va percoler à travers les déchets, produire une eau usée qui est le lixivia. Je pense que dans les ateliers précédents, il a déjà été mention de cette problématique-là. Les lixivia qui sont récupérés au point bas du site sont ensuite accumulés temporairement dans des bassins à ciel ouvert. Ces bassins-là, potentiellement, peuvent être des sources d'odeur. Il y a présence de soufre en certaines proportions dans le lixivia. Les composés soufrés peuvent émaner à la surface des bassins puis provoquer des émanations. Donc cette composante-là est importante à suivre. Il y a également des activités de compostage qui sont tenues voisines du site. Bien que ce ne soit pas Valoris qui réalise elle-même les activités de compostage, le ministère exige que l'ensemble des activités présentes sur le site soient modélisées, peu importe de qui va réaliser cette activité-là. Donc si Valoris s'occupe uniquement de l'enfouissement, cela ne veut pas dire qu'on ne considère pas le compostage. Le compostage est une source potentielle d'odeur, donc dans le contexte de l'étude d'impact, il est important de tenir compte de l'ensemble des activités qui peuvent contribuer à la problématique de qualité de l'air. Donc le compostage va être discuté un petit peu plus tard. On a également d'autres activités connexes qui ont été inscrites en italique à l'écran ici. Circulation des camions de transport et la machinerie, donc les machines au diesel qui fonctionnent sur le lieu d'enfouissement pour mettre en place les déchets. Ils ont été identifiés, puis suite à des discussions avec le ministère, il a été jugé que la contribution en termes de qualité de l'air des camions de transport puis de la machine n'était pas significative. C'est vrai qu'il y a certaines émanations de poussière au voisinage du site ou lorsque les camions se déplacent sur le site, mais après estimation préliminaire, il a été jugé que c'était négligeable, et puis ça a été exclu de la présente étude. Donc ces différentes activités qui surviennent sur le site vont être localisées. On a ici une capture d'écran du modèle en tant que tel. Chaque activité va être localisée géographiquement à l'endroit où elle survient. Ce qu'on voit ici, les rectangles rouges, en partant du nord-est, on a la grande emprise de l'agrandissement du LET, donc la future zone d'enfouissement des matières résiduelles, qui va être une des sources. C'est vrai, j'ai un pointeur, très juste. Et voilà. Donc, entre la lampe de poche et le pointeur, voilà, le pointeur. Donc ce rectangle ici est l'emprise du futur agrandissement du LET. On a ici l'emprise du LET existant, qui est présentement en exploitation, qui va terminer son exploitation dans les prochaines années. Le LES, qui est l'ancien site qui était en exploitation jusqu'à 2009.
Donc ces 3 sources-là correspondent aux activités d'enfouissement. Nous avons également l'emprise de la plateforme de compostage ici à l'est. Et puis, on parlait des bassins d'accumulation pour les eaux de lixiviation. Ce sont cette source-ci et cette source-ci. Le centre de tri existant ici ne représente pas une source de contamination, est simplement indiqué à titre indicatif sur le plan. Et puis, la notion d'analyse du territoire implique de poser des récepteurs. Donc on veut savoir comment est-ce que la concentration dans l'air ambiant va affecter la région voisine du site, incluant ce que nous appelons des récepteurs sensibles. Donc lorsqu'on définit le modèle, on va aller analyser le territoire, repérer quels sont les récepteurs sensibles les plus proches. Des récepteurs sensibles, c'est quoi? Ce sont des résidences, des habitations, ça peut être des écoles, des lieux de santé. Ce qu'on voit ici sur la carte, ce sont des petits triangles rouges qui représentent les récepteurs sensibles qui ont été identifiés. En l'occurrence, les résidences les plus proches, au pourtour du site dans toutes les directions pour couvrir toutes les directions du vent. Puis ces points-là nous permettent finalement de placer des flags et d'avoir une analyse un peu plus poussée sur les résultats. Si on rentre un petit peu dans le détail des différentes activités, donc je l'ai mentionné rapidement, chaque activité peut être responsable d'émissions atmosphériques différentes. L'enfouissement des matières résiduelles, qui est le cœur des activités pour l'agrandissement du LET. De quoi est-ce qu'il retourne? Alors, lorsqu'on enfouit des matières résiduelles, la partie organique, les matières organiques vont être biodégradées. Les bactéries présentes vont dégrader la matière et produire du biogaz. Le biogaz, on l'a mentionné il y a quelques minutes. Donc le biogaz, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz combustible qui provient spontanément de la biodégradation des déchets. Une bonne partie, la majeure partie du biogaz va être récupérée. Lors de l'opération du site, on cherche à en récupérer le plus possible. On met des puits de captage, verticaux ou horizontaux. Il y a des systèmes d'aspiration dessoufflante qui vont récupérer le plus possible de gaz pour ensuite être envoyés, par exemple, à un équipement de destruction afin de limiter les impacts sur les gaz à effet de serre, notamment. Également contrôle des odeurs et des émanations de contaminants. Le captage du biogaz n'est jamais parfait à 100%. On tente à se rapprocher le plus possible de 100%, mais il y a une partie du biogaz qui va diffuser dans l'atmosphère. C'est ce que nous appelons les émissions diffuses, ou les émissions fugitives, ou les pertes fugitives. Donc c'est la petite fraction qu'on ne va pas être capable de récupérer, qui va passer dans des craques du sol, qui va se diffuser tranquillement à travers le couvert de sol. Je parlais de l'importance de modéliser le pire cas de figure. Dans le cas des émissions diffuses des zones d'enfouissement, l'année la plus problématique en termes d'émissions à l'atmosphère, ou le worst case scénario, correspond à l'année 2033. Donc, l'année 2033 va être le cas de figure qu'on va retrouver sur les cartes de résultats un petit peu plus tard. Le biogaz étant un gaz combustible, on retrouve principalement du CO2, du méthane, ainsi que plusieurs contaminants qui font l'objet de normes ou de critères. Donc, on parle ici de composés organiques volatiles, composés de soufre réduit total, le soufre étant présent par exemple dans le gypse. Lorsqu'il y a biodégradation, on va avoir production de SRT. Et bien entendu, le biogaz est responsable d'une composante d'odeur. À titre d'information, pas nécessaire de retenir les 39 paramètres, mais voici les différents paramètres qui ont été retenus pour documenter ou pour caractériser la composition du biogaz. Ça, ce sont 39 contaminants présents de façon à peu près universelle dans les biogaz, à peu près partout dans le monde, parfois des concentrations variant. Il n'y a jamais 2 sites qui sont identiques en termes de concentration, ça varie toujours dépendamment de la composition des déchets. Mais voici la liste des paramètres pour lesquels il y a un critère ou une norme en termes de qualité de l'air. Donc nous, dans notre étude de dispersion, on a modélisé ces 39 paramètres-là, puis leur concentration dans l'air ambiant. Enfin, deux sources associées au bassin du lixivien, comme je l'ai mentionné, l'accumulation temporaire des eaux usées, peut émettre des composés soufrés et des odeurs. Et enfin, les activités de compostage. La matière organique traitée par compostage ne génère pas de biogaz en tant que tel. C'est un procédé bactérien différent. Toutefois, il y a quand même une production d'odeur qui est intrinsèque à cette activité-là de compostage. Notamment lors du retournement de la matière organique qui est en cours de compostage, il peut y avoir des émanations, des puffs d'odeur. Donc cette mécanique-là, ce phénomène-là a été considéré.
Donc sur la base de ces différents paramètres-là, cette façon de modéliser la réalité, passer ça dans un logiciel, on obtient des résultats qui sont présentés ici. 41 contaminants modélisés, la liste de 40 contaminants plus les odeurs. Parmi ces 41 contaminants-là, il y a respect des normes et des critères pour 35 d'entre eux. Bien sûr, ce qui nous intéresse, ce sont les autres. Les 6 contaminants, les 6 paramètres pour lesquels il y a dépassement des critères et des normes sont les suivants. 3 composés SRT, donc soufre réduit au taux, à savoir le H2S, l'éthylmercaptan et le méthylmercaptan, qui sont des composés soufrés, c'est-à-dire qui sont en lien avec la biodégradation de la matière contenant du soufre, comme je le disais, le gypse. Et des COV, composés organiques volatiles, qui sont une des composantes du biogaz, le tétrachloroéthane, bromodichlorométhane. À titre d'information, l'ordre de grandeur pour la concentration maximum mesurée autour du site est comprise entre 1 et 2 fois la valeur limite, entre 1 et 2 fois la norme. On va voir sur une carte exactement la zone qui est touchée par ces dépassements-là. Et puis, juste revenir une dernière seconde, puis on voit ici aussi le paramètre des odeurs pour lesquels il y a dépassement des critères. Alors, le sulfure d'hydrogène, H2S, un des contaminants pour lesquels il y a dépassement. La façon dont cette carte peut être lue, le périmètre en blanc ici correspond à la superficie du site. Et on a ici une forme ici en rouge qui correspond au périmètre pour lequel il y a dépassement des normes. Toute la partie qui est à l'extérieur de cette zone rouge, donc tout ce qui est en vert et au-delà des limites de la carte, ne présente aucun dépassement de critères ou de normes. La valeur maximum est toujours inférieure à la norme. En d'autres termes, le périmètre concerné par un dépassement de normes est le long du lieu d'enfouissement, ici du côté nord et du côté est. On ne le voit pas avec cette carte-ci, mais l'emprise au sol, ce sont des espaces forestiers, c'est des terres forestières. Il n'y a pas d'autres usages, par exemple, il n'y a pas de résidence, il n'y a pas de lieu accessible au public, il n'y a pas de commerce ou de choses comme ça. Donc on est ici dans des terres forestières exclusivement. Et puis, bien sûr, ça ne touche pas de récepteurs sensibles, parce qu'il n'y a pas de résidence aussi proche du site. Pour les autres contaminants identifiés, éthylmercaptan, méthylmercaptan, le périmètre touché par le dépassement est sensiblement le même. C'est la même étendue, puis la même localisation. Donc, éthylmercaptan, méthylmercaptan, la même chose. Tétrachloroéthane, la concentration étant un petit peu plus faible, le périmètre est un petit peu plus bas. Donc, cette zone de quelques centaines de mètres est impactée par les dépassements de normes, mais au-delà, il n'y a pas de dépassement. Pour ce qui est de l'analyse des odeurs, je pense que c'est un point qui intéresse beaucoup de monde ici. Il y a quelques informations que je voudrais passer avant qu'on regarde les résultats en tant que tels. Tout d'abord, la modélisation des odeurs dans l'atmosphère est une nouvelle exigence du ministère. À notre connaissance, le projet d'agrandissement pour lequel on est réunis ici correspond au premier projet de lieu d'enfouissement pour lequel il y a une telle demande, donc modéliser les odeurs au stade de l'étude d'impact. Ceci signifie que, d'un point de vue du modeleur, du point de vue du modélisateur, c'est un problème d'un point de vue méthodologique. Il y a peu de documentation qui est disponible. La méthodologie à suivre, finalement, n'est pas proposée par le ministère. Il y a un travail de recherche et de développement à faire, aller faire des revues de littérature à l'international, chercher de la littérature scientifique, des documents d'ingénierie, pour essayer d'identifier des paramètres qui soient le plus possible applicables au site du projet. Le but de l'exercice ici est de modéliser de façon la plus réaliste possible les conditions d'opération. On travaille ici avec des taux d'émission qui proviennent de lieux différents ou de pays différents. Donc c'est important d'avoir un certain recul par rapport aux paramètres qu'on utilise. Des taux d'émission d'odeur approximatifs ont été utilisés. Des mesures sur le terrain permettraient d'avoir des paramètres très réalistes pour le site, mais bien entendu, l'agrandissement du LET est un projet. Pas possible d'aller faire des échantillonnages dans ces conditions-là. Donc on modélise avec les paramètres les plus pertinents qu'on arrive à trouver dans la littérature. Pour tenir compte de ces limites méthodologiques, plusieurs hypothèses simplificatrices ont été posées. Ça permet de faire rouler le modèle avec les paramètres les plus justes qu'on arrive à trouver. Donc il y a donc une certaine incertitude sur les résultats. Il faut les prendre comme des résultats qui donnent un ordre de grandeur de la problématique. À titre d'information également, on voit ici la contribution des différentes sources. On l'a vu, il y a plusieurs sources d'odeurs potentielles sur le site. Quelle est la contribution de chacun? Certaines vont contribuer plus que d'autres.
Si on se place à l'année 2033, qui est le pire cas de figure que nous avons modélisé, on a ici la contribution de chacune des sources. Donc, le lieu d'enfouissement actuel, qui contribue pour à peu près 35% des émissions d'odeur à l'atmosphère. 2033 représente l'année pour laquelle il y a le plus de biogaz qui est émis à l'atmosphère et l'année pour laquelle il y a le plus d'odeur qui est émise à l'atmosphère. Les années 2030, 2032, 2045 ont des émissions qui sont plus basses. Donc, lorsqu'on fait l'exercice de dispersion atmosphérique, on va chercher le pire cas de figure pour voir quelle est l'ampleur maximum du problème ou quel est l'enjeu le plus important qui peut être posé. Donc le LET actuel correspondrait à peu près 35% des émissions d'odeur. L'agrandissement du LET est prévu pour à peu près 20%. On a également une contribution assez significative de la plateforme de compostage, autour de 31%, le restant étant les bassins de Lexivia. Puis, avant qu'on pose la question, l'unité qui est utilisée ici, les UO par seconde, ce sont des unités d'odeur par seconde. C'est une façon spécifique aux odeurs pour les mesurer ou pour les quantifier. Comme on utiliserait des grammes pour un gaz ou pour un solide, on utilise des unités d'odeur. Voici la première des deux cartes de résultats. Donc celle-ci présente les concentrations maximum sur le territoire 99,5% du temps. C'est-à-dire qu'on s'intéresse ici, on s'intéresse ici aux 44 heures les plus importantes dans l'année. Ce que ça montre ici, en rouge ici, le périmètre pour lequel il y a dépassement du critère pour le maximum à 99,5% du temps. Ça montre effectivement qu'il y a un dépassement pour ce critère-là qui touche, en l'occurrence, 6 récepteurs sensibles, donc 6 résidences sont incluses dans ce périmètre-là. Et puis de la même façon, il y a un deuxième critère qui s'applique cette fois-ci aux 98% du temps, c'est-à-dire 175 heures par année. La forme de cette zone en rouge est similaire et touche 7 récepteurs sensibles, donc 7 résidences voisines du site. C'est 6 plus 1, parce que la forme du périmètre est légèrement différente, ça inclut une résidence qui n'est pas incluse dans le premier critère. Et puis un complément d'information également, quelque chose qui n'était pas perceptible sur les cartes, c'est la période de la journée où ces dépassements peuvent survenir. On remarque principalement que les dépassements ou que les concentrations maximum en odeur surviennent pendant la nuit ou au petit matin, et très rarement pendant la journée. Ça, c'est à voir avec les conditions atmosphériques. Lorsque la nuit est tombée et avant le lever du soleil, les conditions atmosphériques sont ce qu'on appelle très stables, c'est-à-dire qu'il y a peu de mouvement d'air dans l'atmosphère. L'air n'est pas excité par la chaleur du soleil, ce qui fait que les nuages de contaminants tendent à rester plus concentrés, puis il n'y a pas de dispersion vers le haut de l'atmosphère. Ce que ça implique, c'est que pour les plages horaires de 3h à 7h du matin, on retrouve 47% des concentrations maximum. Donc à peu près la moitié des concentrations maximum surviennent entre 3h et 7h du matin. Un autre 37%, donc à peu près un tiers, entre 9h du soir et 3h du matin. Tandis que pendant les heures de la journée, entre 7h du matin et 9h du soir, il y a seulement 16% des cas qui correspondent à des dépassements à des concentrations maximum. Donc la problématique des odeurs ou les enjeux qui sont identifiés semble se concentrer davantage au petit matin, voire pendant la nuit. Donc je reviens sur quelques mises en garde que j'avais formulées précédemment. Les résultats de la dispersion des odeurs montrent effectivement des dépassements de critères dans la région d'étude. Toutefois, l'étendue exacte du périmètre concerné par le dépassement n'est pas connue. Il y a des incertitudes sur les paramètres utilisés et des limites méthodologiques. Donc, on utilise les paramètres les plus justes disponibles à date. Toutefois, même s'il y a des incertitudes sur l'étendue exacte du périmètre touché, puis si chaque paramètre individuellement pourrait faire l'objet de débats, les résultats confirment tout de même que la gestion des odeurs est un enjeu. Alors, il existe des outils à différents niveaux qui peuvent être mis en place pour contrôler cette problématique et mitiger les impacts. On parle de bonnes pratiques lors de l'opération et de produits à pulvériser sur les déchets ou dans l'air. À titre d'exemple, si on parle de bonnes pratiques lors de l'opération, qu'est-ce qui peut être fait pour mitiger les odeurs? Le but étant d'empêcher le plus possible les émissions de biogaz à l'atmosphère, puis d'optimiser
le volume de biogaz qu'on va récupérer. Ça peut passer par un recouvrement des déchets le plus rapide possible. Une fois qu'ils ont été mis en place, procéder le plus rapidement possible à son recouvrement de sol. Également, optimiser le captage du biogaz, c'est-à-dire faire un suivi serré pour aller ajuster le système de captage du biogaz, puis d'aller soutirer le plus possible du volume qu'on est capable d'aller chercher. Tout volume de biogaz qui est capté est un volume de biogaz qui ne partira pas à l'atmosphère. Également, des solutions techniques peuvent être mises en place lors de l'opération. Donc, on parle ici de plusieurs produits qui peuvent être pulvérisés directement sur les déchets pour venir faire une barrière à l'émission des odeurs. Quelques exemples, ce sont des marques commerciales, données à titre d'exemple. On aurait ici, par exemple, le Posi-Shell, qui va former une croûte d'argile de fibres de polymère qui va faire une espèce de gangue imperméable ou hermétique à la surface des déchets, qui est un exemple de solution. On aurait un autre produit qui est le Odor Shell, qui est une boue d'argile, qui va former également une espèce de croûte sur les déchets, qui contient des produits désodorisants, donc des produits chimiques qui vont détruire les composés responsables des odeurs. Ou d'autres produits encore, celui qui est appliqué ici avec un canon à mousse, Odor Pro 111F, qui est une mousse désodorisante, donc une mousse qui contient également des produits désodorisants qui vont détruire ou réduire les contaminants odorants. Et puis d'autres types de solutions qu'on retrouve peut-être à plus grande échelle sur les lieux d'enfouissement, ce sont des aérosols qui peuvent être pulvérisés dans l'air, donc des produits sous forme liquide, qui sont diffusés, tel un rideau, on le voit bien ici, là, c'est sur le bord d'un lieu d'enfouissement, on a une série de pulvérisateurs, un rideau de produits chimiques, de produits désodorisants, qui permettent une destruction chimique des odeurs qui est envoyée dans l'atmosphère. Donc au contact des gaz contenant des odeurs, ces produits-là vont faire une destruction des composés odorants, puis vont permettre d'abaisser le niveau des odeurs. Deux marques commerciales, juste pour information, Odor Pro ou EcoSorb. Et dans certains cas, on a également des produits masquants qui peuvent être utilisés. Comme leur nom l'indique, ceux-ci ne vont pas détruire le composé odorant, mais apporter une odeur un peu plus agréable, un petit peu plus forte, qui va masquer le fond d'odeur. Donc typiquement, ce sont des huiles essentielles, agrumes ou des conifères de pin. Donc ça présente un petit peu les solutions disponibles pour ces odeurs. Merci.